Le réalisme métaphysique au Québec. En donnant ce titre à ma présentation, j'ai conscience de réunir dans un même syntagme ce qu'on ne réunit pas très souvent. La philosophie d'une part, le Québec d'autre part. Cette liaison entre la sphère philosophique et la culture québécoise pourra en étonner quelques-uns, elle pourra en faire sourire certains, voire en déconcerter d'autres. En particulier, on me reprochera peut-être de faire perdre à la philosophie sa vocation universaliste en la rabattant sur une série de caractéristiques culturelles. Si l'objectif ultime de la philosophie est de penser la réalité même, toute la réalité et rien que la réalité, à quoi bon délimiter son champ d'étude en ne retenant que des représentants d'un milieu culturel donné, en l'occurrence le Québec? À cette petite objection, j'aimerais répondre en rappelant que c'est bien souvent à travers le particulier qu'on atteint le plus concrètement à l'universel, sans compter que les particularités peuvent et doivent être conçues autrement que comme des points de vue biaisés sur le réel, des perspectives rigides et trompeuses, des sources d'erreurs. Ce sont aussi et surtout des ressources nous ancrant dans la terre ferme et permettant d'assurer un rigoureux lien avec le monde. Tout au long de l'écriture de mon petit livre intitulé « Le désir du réel dans la philosophie québécoise », j'ai d'ailleurs essayé de montrer en quoi 5 philosophes d'ici, à savoir Charles de Coninck, Thomas de Coninck, Jacques Lavigne, Charles Taylor et Jean Grondin, chacun à sa manière, tissent un fil bien concret qui nous reconduit invariablement à un enjeu ou un sujet universel, la réalité même. Ce faisant, j'ai souhaité me tenir à égale distance de 2 tentations excessives. La première tentation correspond à ce qu'on pourrait appeler le folklorisme identitaire. Elle consiste à prétendre relever des caractéristiques pittoresques essentielles à travers lesquelles on pourrait arriver à un portrait robot figé de ce qui est en fait souple et en devenir, la philosophie québécoise. Non, on ne trouvera pas dans mon livre une énumération de traits identitaires caricaturaux par lesquels je prétendrais dévoiler une soi-disant essence philosophique québécoise, même s'il y est bel et bien question d'un mode de pensée propre au Québec. La seconde tentation que j'ai voulu éviter est le pendant négatif de la première. On pourrait la nommer la dissolution identitaire. Elle consiste à prétendre que parce que tout phénomène est mobile et pluriel, labile et instable, il n'y a strictement rien à dire de ce phénomène. Cette tentation me semble excessive dans la mesure où elle interdit de repérer non seulement toute forme de constante, mais encore toute forme de tendance, c'est-à-dire toute particularité capable de donner un fidèle aperçu des préoccupations théoriques d'une communauté donnée à un moment donné dans un espace donné. Pour éviter ces 2 tentations excessives, le folklorisme identitaire d'une part, la dissolution identitaire d'autre part, j'ai donc tenu à utiliser une expression wittgensteinienne au moment de définir les particularités que je repère dans la philosophie québécoise. Cette expression est celle d'air de famille. Elle me permet à la fois de dégager des préoccupations originales et fécondes au sein de la métaphysique au Québec et de faire comprendre que la philosophie québécoise ne se réduit aucunement à ses préoccupations. Or, on me demandera à présent, mais quels sont donc ces airs de famille, ces caractéristiques réelles, mais en même temps souples, de la métaphysique québécoise? Ils se révèlent tout au long du livre, ils sont synthétisés dans l'introduction de même que dans la conclusion, et j'en dresse ici un inventaire à peu près complet en les reformulant. Alors, premier air de famille, un désir incontournable de connaître le réel au-delà de sa finitude, d'où résulte une critique du constructivisme, désir qui devance certaines thèses liées au réalisme spéculatif. Deuxième aire de famille, une ouverture d'esprit face à la transcendance, parfois même célébrée, conjuguée à une grande conscience de la faillibilité humaine, conscience ou humilité qui permet d'éviter tout fanatisme et tout fondamentalisme. Troisième aire de famille, la défense d'un certain finalisme, à l'encontre cette fois du réalisme spéculatif, notamment de Meillassoux qui tente à rejeter les conceptions téléologiques. Quatrième aire de famille,
le souhait de concilier une prise en compte des conditions d'accès au réel, à l'encontre du réalisme naïf et de Graham Harman notamment, et la possibilité de tendre vers le réel en soi, à l'encontre de l'idéalisme et du corrélationnisme. Cinquième et dernière ère de famille, le recours habituel à un langage ordinaire ou peu technique, ce qui témoigne d'un certain souci démocratique de concrétude. L'heure qui suit sera l'occasion pour moi de résumer quelques-uns des arguments qui m'amènent à identifier ces aires de famille. On aura noté que mon objectif est de faire ressortir à la fois quelques ressemblances et quelques différences entre les réalistes spéculatifs et les réalistes québécois. Cela permet de maintenir la spécificité de chacune des pensées, de chacune des démarches, tout en étudiant leur fécondité et leurs limites propres. Parce que plusieurs des aires de famille que je crois identifier se télescopent et se recoupent, il m'arrivera de les aborder ici l'un en connexion avec l'autre, mais je suivrai toujours le fil conducteur qui est celui de mon livre, c'est-à-dire le commun attachement au réel qu'on observe dans la philosophie québécoise. On me permettra de passer plus rapidement sur le cinquième et dernier ère de famille. En substance, il s'agit simplement de comprendre que les philosophes québécois refusent le plus souvent d'adopter des méthodes dites formelles, ce qui ne les empêche pas d'aborder des sujets techniques comme la philosophie des sciences et l'analyse du langage. Par exemple, même dans l'Univers creux, passionnant ouvrage de philosophie des mathématiques et des sciences, publié au Oxford University Press en 1960, Charles de Coninck se fait un point d'honneur d'éviter de multiplier les formules et les équations, afin de rester au plus près de l'expérience concrète et de tendre la main au lecteur. En vérité, quiconque a parcouru l'œuvre de Jean Grondin, les ouvrages de Jacques Lavigne, ceux de Thomas de Coninck ou encore ceux de Charles Taylor pourra aisément convenir que dans la plupart des cas, leurs écrits représentent des exemples enviables d'intelligibilité. C'est pourquoi on pourrait affirmer qu'il existe en quelque sorte une pédagogie québécoise, soit un puissant désir démocratique de faire communauté et de communiquer le savoir philosophique, y compris ses aspects les plus colorés et les plus créatifs. Et ce point n'est pas anodin. En liant le désir de connaître ontologiquement les choses mêmes et le désir de faire démocratiquement communauté, la philosophie québécoise montre à merveille que l'acte de s'intéresser au réel peut avoir des conséquences pratiques notables. De fait, s'intéresser au réel n'implique pas comme un corollaire l'obligation de décrire docilement ce qui est. Cela suppose de connaître avec une précision croissante les détails du monde lui-même, monde avec lequel on doit composer, dans lequel on doit naviguer, y compris, voire surtout, si on veut le transformer, en corriger certains faux pas. Et d'ailleurs, comme le faisait remarquer Jacques Lavigne dans un extrait de L'Inquiétude humaine, extrait que je cite dès le tout début du livre, consentir au réel, ce n'est pas s'arrêter comme lorsqu'on va au spectacle. Ce n'est pas cesser d'imaginer et de construire, mais reprendre ses opérations sur les choses. Loin d'être le gardien passif de l'ordre établi, celui qui s'efforce de connaître le monde même prépare donc le terrain à toute action, à toute intervention, à toute émancipation concrète, attentive aux devoirs, aux obstacles et aux moyens d'arriver à ses fins. Désirer connaître la réalité n'a en ce sens strictement rien à voir avec un simple exercice théorique. C'est un exercice pratique, peut-être même une manière de vivre. Et ça m'amène donc, sans plus tarder, aux premières ères de famille. Comme je le disais, chacun des philosophes québécois étudiés observe chez l'être humain un désir incontournable de connaître le réel au-delà de sa finitude. D'où résulte une critique du constructivisme, ce qui devance certaines thèses liées au réalisme spéculatif. Alors, certains d'entre vous connaissent sans doute déjà la mouvance du réalisme spéculatif, mais à des fins pédagogiques, disons, ou plutôt andragogiques, je crois bon d'en faire une brève présentation pour mettre les choses en contexte. Tantôt hostile à l'expression réalisme spéculatif, tantôt favorable à son usage, les principaux représentants de ce courant fissuré sont le quatuor formé par Quentin Meillassoux, Graham Harman, Ian Hamilton Grant et Ray Brassier. Chacun d'entre eux défend des thèses singulières et uniques, mais tous se rejoignent en ceci,
qu'ils s'inscrivent en faux contre une idée répandue depuis Kant, celle selon laquelle la réalité ne peut être envisagée que d'après son rapport à un sujet humain, thèse qui définit le corrélationnisme. Le principal défi que tente de relever l'un des grands représentants du réalisme spéculatif, Quentin Meillassoux, est celui de se libérer du cercle corrélationnel. Chez Meillassoux, il faut entendre par cette expression, et je cite, « l'argument suivant lequel on ne peut prétendre penser l'en soi sans entrer dans un cercle vicieux, sans se contredire aussitôt. » En effet, dès qu'un sujet humain cherche à connaître le réel tel qu'il est en lui-même, il médiatise forcément ce réel par sa présence et il l'arrache à sa solitude ontologique. Il fait de l'en soi un pour nous. Prenant acte de cet argument, les philosophes modernes et contemporains ont réagi de deux façons principales. Ou bien ils ont liquidé le concept d'en soi en réduisant le monde entier à ce qui apparaît pour nous, ils sont alors devenus idéalistes, comme Hegel ou Berkeley. Ou bien ils ont soutenu qu'il s'avère possible qu'un en soi existe, mais que ses propriétés fondamentales demeureront à jamais inconnaissables en raison de l'écart nous séparant de lui. Ils sont alors devenus corrélationnistes, à l'instar de Kant. L'un des gestes les plus singuliers des réalistes spéculatifs est de proposer une solution de rechange à ces options en tentant d'expliquer qu'on peut quitter avec succès le cercle corrélationnel. Alors l'espace me manque ici pour analyser en détail l'argument développé par Meillassoux à cet égard, argument fascinant, un argument élanctique sur lequel je me suis attardé ailleurs et qui implique de montrer que même les corrélationnistes s'engagent implicitement à connaître le réel en dehors du cercle corrélationnel. Avant d'en venir à l'étude proprement dite des philosophes québécois, je m'en tiendrai donc à quelques remarques. Au premier abord, il peut sembler carrément insensé de prétendre contourner le cercle corrélationnel. Parce que toute connaissance du réel est posée par un sujet humain, tout projet visant à parler de l'en soi paraît voué à l'échec. Autrement dit, en apparence, seuls les réalistes naïfs, inconscients des conditions d'accès au réel, pourraient encore prétendre se ménager un miraculeux accès au réel en soi. Mais il n'en va pas du tout ainsi selon les réalistes spéculatifs. Pour certains d'entre eux, en effet, il est tout à fait possible de parler du réel en soi sans devoir être accusé de quelque naïveté que ce soit. En réhabilitant un étonnant accès au monde en soi, ils s'en prennent donc à l'idée que le monde est invariablement construit par un sujet. Et cette idée remonte à Kant. Comme on le sait, c'est Kant qui est considéré comme le grand découvreur des conditions de possibilité de l'expérience. En démontrant que le sujet impose au réel les formes a priori de sa sensibilité, l'espace et le temps, et les catégories de son entendement, comme la quantité et la qualité, le philosophe a braqué les projecteurs sur les frontières censées nous séparer du monde. Depuis la publication de la Critique de la raison pure, il importe donc de penser non pas tant la réalité en soi que les différentes médiations à travers lesquelles le monde se donne à nous. Et les constructivismes en tout genre se sont nourris de cette idée. Depuis Kant, selon qui c'était au monde extérieur qu'il revenait de se régler sur les conditions de possibilité du sujet, jusqu'aux représentants du structuralisme et du post-structuralisme, Foucault, Deleuze, Derrida, qui estimaient que le sujet était une construction parmi d'autres, sans oublier les auteurs associés à la philosophie analytique, à l'herméneutique et à la phénoménologie, qui ont exalté ou exaltent encore le rôle médiateur du langage, de la conscience, de l'histoire, de la culture. Le constructivisme a fait flèche de tout bois dans la modernité et la postmodernité. Dans ce contexte intellectuel où les sciences sociales sont de moins en moins humaines, comme le dit magnifiquement Jean Grondin, le sujet humain trouve la mort, mais la notion de construction demeure bien portante. En plus de conditionner le sujet humain lui-même, le processus de construction est censé ne régir rien de moins que l'ensemble du réel. Bien entendu, nombreuses et diversifiées sont les raisons pour lesquelles on dit de la réalité qu'elle est construite, c'est-à-dire influencée par une médiation qui la dénature en profondeur. Certains insistent sur l'élément langagier comme Derrida, d'autres sur l'élément psychique ou intentionnel comme Husserl,
d'autres encore sur l'élément historique ou culturel, comme Judith Butler. Mais dans tous les cas, une idée constructiviste persiste. L'existence même d'une médiation transcendantale déforme le réel et nous bloque l'accès à l'en-soi. Le transcendantal devient dès lors la principale raison pour laquelle on doit se détourner du monde lui-même et s'atteler à la tâche d'explorer de l'intérieur la finitude humaine. Bref, qui dit transcendantal dit en même temps disqualification de la connaissance du réel. Or, cette conclusion répandue repose sur ce que j'appellerais la vision totalitaire et sceptique du transcendantal. Totalitaire parce qu'elle implique que le transcendantal s'impose à toute forme de connaissance du monde, sans exception. Et sceptique parce qu'elle suggère que l'existence même du transcendantal nous obligerait à renoncer à connaître ce qui existe dans un complet dehors par rapport à nous. On s'en doute, c'est à l'aspect totalitaire du transcendantal que s'opposent les réalistes spéculatifs. Il me serait impossible de rapporter ici en détail chacun des moyens par lesquels ils battent en brèche cette conclusion. Mais il importe de dire qu'une thèse ressort assez unanimement de leurs multiples analyses. Pour les réalistes spéculatifs, le transcendantal n'a rien de totalitaire parce qu'il n'est pas nécessaire. Il n'est guère impliqué dans toute expérience possible du monde. En effet, selon une définition courante, le transcendantal renvoie à ce qu'impose un sujet humain à toute expérience. Autrement dit, le transcendantal est censé désigner les médiations nécessairement impliquées par l'existence humaine dans l'acte de connaissance. Or, pour les réalistes spéculatifs, il est fondamentalement incorrect de dire que l'être humain impose nécessairement une série de médiations, puisque l'humanité elle-même est apparue de façon contingente dans l'histoire. Je ne vous apprends évidemment rien en vous disant qu'il fut un temps où l'humanité n'existait pas encore dans l'univers. Et lorsque les scientifiques s'expriment à propos de ce temps préhumain ou extra-humain, notamment dans le but de dater l'origine de l'univers, ils produisent ce que Meillassoux appelle des énoncés ancestraux. Tout au long de cette période datant d'avant l'humanité, le transcendantal ne s'imposait à rien. L'univers existait, mais sans l'humanité. Il déployait son cours, mais sans condition de possibilité imposée par l'humanité elle-même. Cette vérité évidente, mais parfois oubliée, possède une conséquence ontologique importante. C'est-à-dire que ce n'est pas le transcendantal qui a construit la nature, mais plutôt la nature qui a construit le transcendantal. À moins de nier l'existence d'une période où l'humanité n'était pas encore apparue sur Terre, et tout individu sensé ne niera évidemment pas cette période préhumaine, il faut donc reconnaître que la nature est première et que c'est elle qui a rendu possible, dans sa genèse, le transcendantal, comme un phénomène contingent. Bref, comme un phénomène qui aurait pu ne pas advenir dans d'autres conditions environnementales. Et prendre acte de cette vérité implique un renversement radical de la perspective kantienne. Alors que Kant plaçait le sujet au centre de la connaissance du monde, au motif qu'il imposait à tout savoir un ensemble de conditions de possibilités nécessaires, on doit plutôt admettre, selon les réalistes spéculatifs, que ces conditions de possibilité n'ont rien de nécessaire, car elles apparaissent dans le temps de façon contingente. Et c'est d'ailleurs en somme ce que s'efforce d'expliquer Ian Hamilton Grant dans sa relecture de l'œuvre de Schelling. Pour le dire de façon laconique, l'argument que développe Grant pour sortir du cercle corrélationnel implique de repenser la relation entre le sujet et l'objet, entre l'humain et le devenir, entre l'esprit et la nature, en vue de démontrer que ce n'est pas tant l'esprit qui conditionne de manière incontournable la nature, que la nature qui conditionne l'esprit dans une puissante étreinte. Nature et esprit participant en quelque sorte d'un même mouvement vital. Lorsqu'un sujet pense et connaît la nature, c'est donc l'objet lui-même qui, dans le cours de son devenir, se pense comme objet. À l'encontre d'une tendance moderne, cartésienne et kantienne, qui nous incite à nous concevoir avant tout comme des sujets constituant la réalité même, Grant, et avant lui certains réalistes québécois, nous incitent ainsi à nous concevoir comme étant en continuité avec le pôle objectif lui-même, à savoir la nature. Malgré tout, comme vous le devinez sans doute,
Une objection ne tardera pas à venir en provenance des phénoménologues. Tout en concédant qu'une période a déjà existé au cours de laquelle l'humanité et le transcendantal n'existaient pas, les phénoménologues affirmeront que toute conception d'une période préhumaine ou extra-humaine est constituée au présent par l'humanité elle-même. En d'autres termes, pour les phénoménologues, même si chronologiquement on peut reconnaître une certaine antériorité de la nature par rapport au transcendantal humain, il reste que, sur le plan de la constitution du sens, c'est toujours le transcendantal qui est premier, car toute vérité soi-disant naturelle est formulée par un sujet humain aujourd'hui. Très nombreux sont d'ailleurs les phénoménologues au XXe siècle qui ont signalé que les naturalistes adoptent une posture naïve en ceci qu'ils tiennent pour donner une réalité qui est en fait constituée par l'esprit. Au moment même où l'on prétend conclure à une vérité naturelle, ont-ils répété à l'envi, on la pose soi-même consciemment, de sorte que cette soi-disant vérité objective est au fond médiatisée par un sujet humain. Mis autrement, lorsqu'une vérité absolue est posée, la nature constitue l'être humain, au lieu que l'être humain constitue la nature, c'est un sujet humain qui la pose à l'aide du langage. Plus personne n'ignore cette évidence philosophique qui n'est autre que celle du cercle corrélationnel. Mais nous oblige-t-elle vraiment à faire une croix sur la possibilité de nous exprimer sur le réel et la nature extra-humaine? En fait, comme le remarque Anna Longo à juste titre, il ne faut pas confondre le concept de réalité indépendante, celui-ci produit par le sujet, avec la réalité indépendante à laquelle ce concept se réfère. C'est une chose de dire qu'un sujet humain pose la thèse selon laquelle la nature constitue l'être humain, c'en est une autre de conclure que pour cette raison, l'être humain est dans les faits plus fondamental que cette nature. Car il faut se garder d'intervertir les concepts de nature et d'être humain, concepts créés par le sujet, et les référents de ces concepts, référents situés dans le monde extramental. Nous avons beau être nous-mêmes des sujets lorsque nous affirmons que la nature a constitué l'être humain et pouvoir sans cesse réviser les détails de nos énoncés ancestraux, l'intention qui nous porte à ce moment est déterminante. Nous avons des motifs de croire ce que nous affirmons. Nous voulons dire que l'humain dépend bel et bien d'un monde radicalement extérieur qui est en train de se créer, plutôt que l'inverse. Thomas de Coninck le rapporte avec pertinence, je cite, « Quand on indique la lune du doigt, dit le proverbe chinois, l'imbécile regarde le doigt. Le langage humain est essentiellement dynamique. Il implique constamment un mouvement transcendant. Il vit de l'anticipation d'autres sens. Il renvoie au-delà de lui-même. » Sans vouloir bien sûr traiter d'imbéciles les philosophes idéalistes, dont la pensée demeure riche et stimulante à bien des égards, on pourrait dire que le geste des réalistes spéculatifs et des réalistes québécois implique de prendre au sérieux ce proverbe chinois et de dénoncer l'obsession avec laquelle certains idéalistes se sont bornés au cours des derniers siècles à souligner qu'on ne peut rien connaître en dehors de l'esprit, parce que toute réalité accessible est forcément pensée par un sujet. Autrement dit, ce n'est pas parce qu'un sujet ne peut guère s'abstraire de sa finitude que l'univers entier correspond à un objet abstrait et inaccessible qui a été, est et demeurera constitué par ce sujet. L'univers a existé avant nous et existe en ce moment même, qu'il soit observé ou non par des êtres humains. Nous, êtres humains, avons sans cesse l'intention de renvoyer à des réalités radicalement extérieures à nous-mêmes. Pour les meilleures raisons du monde, nous avons le désir d'affirmer qu'autre chose que nous a existé et existe encore. Et c'est justement sur ce désir du réel que j'ai voulu mettre l'accent tout au long de mon livre. Cette petite mise en contexte étant faite, je rappelle que c'est de philosophie québécoise qu'il doit s'agir principalement ici. C'est pourquoi je me propose à présent de donner un petit aperçu de l'un des nombreux arguments, et très nombreux, qu'évoque Charles de Coninck, afin de montrer qu'on peut satisfaire le désir d'atteindre le réel en soi, et ainsi sortir du fameux cercle corrélationnel, cercle éminemment asphyxiant, puisqu'il a condamné l'essentiel de la philosophie moderne à ne parler que de finitude. Je le mentionne,
La particularité de l'œuvre de Charles de Coninck est qu'elle ne se contente pas d'insister sur la banale importance de parvenir à départager le réel et la fiction, ce que bon nombre de philosophes font déjà à loisir depuis l'Antiquité. À l'instar des réalistes spéculatifs, et souvent bien avant eux, Charles de Coninck fait quelquefois signe vers la possibilité de palper le réel en soi, c'est-à-dire ce qui est en dehors de toute forme de subjectivité et d'attente corruptrice, ce qui existe dans un monde en tout point irréductible au nôtre. Il fait donc un grand pas en direction d'un dehors radicalement étranger à l'humain. Au lieu de le reléguer dans la sphère mystique, comme chez Wittgenstein, ou dans le champ indicible du tout autre, comme chez Marion, il suggère qu'on peut entretenir un certain rapport avec lui, ne serait-ce qu'imparfaitement et sans jamais perdre de vue la subjectivité humaine. Charles de Coninck est évidemment lui-même un grand penseur humaniste qui développe une éthique du bien commun, comme l'explique avec clarté et rigueur Georges-Rémy Fortin dans un article de l'Agora. Or, comme j'ai tenté de le montrer dans mon livre, l'attention témoignée par de Coninck à l'égard de l'humanité, loin de l'empêcher de parler du réel en soi, est parfois l'occasion de faire voir comment, de manière étonnante, inattendue, l'être humain a la particularité de pouvoir caresser ce qui dépasse sa propre finitude. De nos jours, la simple évocation du nom de Charles de Coninck nous fait immédiatement penser à la doctrine thomiste. À nos yeux de citoyens québécois fiers de la Révolution tranquille, qui dit thomisme dit bien souvent obscurantisme. Celui-là même qui aurait trop longtemps interdit la libre pensée au Québec. S'il est bien vrai que le thomisme a pu répandre par moments certains préjugés néfastes à l'université et en société, ce serait par un préjugé non moins grand qu'on croirait que Charles de Coninck s'est lui-même agenouillé docilement devant cette doctrine. Emmanuel Trépanier nous l'apprend. De Coninck n'appréciait guère l'étiquette de thomiste pour ce qu'elle avait de dogmatique. Eût-il vécu à une autre époque, qu'il aurait peut-être emprunté un tout autre cadre de référence, ou du moins eu égard au contexte universitaire, sans doute n'aurait-il pas eu à composer avec les mêmes réquisites. En vérité, de Coninck n'avait à peu près rien de ce que ceux qui se bornent à le connaître par ouï-dire croient pouvoir trouver en lui. Il s'est opposé avec vigueur au créationnisme afin d'appuyer la théorie de l'évolution. Il a défendu l'usage de la pilule contraceptive ainsi que la primauté du bien commun. Il a soutenu dans la tourmente, envers et contre tous, le droit à l'école non confessionnelle. Il s'est régulièrement mis à jour en tenant compte des développements réalisés en physique classique, en physique quantique, en intelligence artificielle. À 100 lieues du dogmatisme, il a affirmé l'importance accrue d'aiguiser l'esprit critique des étudiants et d'enseigner à l'université une panoplie de théories, y compris celles qui sont en conflit avec le thomisme. Et enfin, il a promu une perspective qui n'allait pas du tout de soi à son époque, mais qui s'est volontiers répandue ces dernières décennies, l'interdisciplinarité. En quoi peut-on dire maintenant que sa pensée nous incite à lier commerce avec le réel en soi, bien avant le réalisme spéculatif? Dans son article intitulé « La dialectique des limites comme critique de la raison », brillant texte de 1945 qu'on peut rapprocher de la conférence « La pensée dialectique comme critique de la raison », Charles de Coninck examine la façon dont l'esprit humain peut transcender ses propres limites sans être pour autant dogmatique ou naïf. Il s'inspire ici d'une réflexion hegelienne sur la finitude que réinvestira plus tard à nouveau frais son fils Thomas. Son raisonnement se résume à peu près comme suit. Si l'être humain est en mesure de déterminer de manière critique où s'arrêtent les limites de sa raison, si en d'autres termes il peut distinguer entre l'en soi et le pour nous, c'est qu'il doit être capable de transcender ces limites dans une certaine mesure pour comparer l'en soi au pour nous. De Coninck l'explique ainsi, je cite, « Ces limitations, nous les savons, avons-nous dit. Notre intelligence surmonte donc, d'une certaine manière, sa propre finitude. Elle sait que, notre connaissance étant originativement et résolutivement empirique, elle est au plus bas degré de l'universalité. Elle sait que ses concepts sont toujours inférieurs aux objets, elle sait qu'elle impose, même aux objets qui lui sont le plus proportionnés, des limitations qui proviennent de notre manière à nous de connaître. » En d'autres mots, devant le constat moderne selon lequel l'humain est un être limité,
au moins deux attitudes peuvent être adoptées. Ou bien l'on se sent enfermé en soi en raison de sa constitution propre, ou bien l'on observe que tout travail de délimitation rationnelle implique un regard oblique sur ce qui transcende les limites imposées. Et c'est sur cette seconde option que le philosophe de l'Université Laval jette son dévolu, comme il le clarifie en expliquant ce que signifie la méthode des limites. Alors je cite Charles de Coninck. « Dans la mesure où les objets connus de nous sont dans un entendement fini, nos concepts constituent une structure a priori qui nous retient en deçà des objets en soi. Par objet en soi, nous entendons ici l'objet tel que connu par l'intelligence divine. Mais, encore une fois, nous savons d'une certaine manière cette limitation. Dans la mesure où elle connaît cette limitation, l'intelligence domine sa structure a priori, cependant que le jugement qu'elle porte sur elle-même demeure critique purement extrinsèque et négative qui ne fait que prononcer son insuffisance. Par contre, et le par contre est important, usant de la méthode des limites, la raison tente à surmonter la division de notre connaissance et à dépasser la finitude de nos concepts toujours inférieurs aux objets, et tout ce que cette finitude entraîne de composition dans notre jugement et de discours formel dans notre science. Notre intelligence se trouve à instituer une critique positive et constructive de ses propres limitations. Elle tente en quelque sorte à réprimer la raison, c'est-à-dire qu'elle tend vers la condition d'intelligence proprement dite. » Fin de la citation. En lieu et place de l'aspect négatif de la critique moderne des limites humaines, de Coninck substitue donc un aspect étonnamment positif, constructif. Plus l'être humain clamera sa finitude, plus il s'engagera à entrevoir au moins indirectement ce qu'il transcende, au lieu de se découvrir prisonnier de lui-même. Pour dire les choses avec simplicité, dès qu'on distingue entre l'en-soi et le pour nous, comme on le fait communément, et ce même si on est kantien ou constructiviste, on suppose qu'on doit comprendre quelque chose au sens même de l'en-soi. Ainsi donc, puisque la distinction entre l'en-soi et le pour nous n'est pas un signifiant vide, on s'engage à dire qu'on doit connaître au moins certaines parcelles de l'en-soi lui-même, lequel redevient dès lors un objet de discours légitime. Dans une conférence aussi étonnante qu'agréable à lire, de Coninck souligne d'ailleurs, et je cite, que l'ignorance n'est pas une simple négation de connaissance. Elle n'est pas l'absence de la faculté de connaître. Nous ne disons pas des pierres qu'elles sont ignorantes. On est donc capable d'ignorance que dans la mesure où on est capable de connaissance. C'est donc un privilège pour l'homme que d'être profondément ignorant. Nous pouvons même dire que nos facultés cognoscitives sont hiérarchisées d'après la profondeur de l'ignorance dont elles sont capables. Bien loin de s'exclure, l'humilité devant le réel et la prétention de connaître le monde vont de pair selon de Coninck. Car dès qu'on se dit modeste devant l'en-soi, on se dit précisément modeste, c'est-à-dire qu'on prétend savoir quelque chose sur soi-même et le rapport possible à la réalité. Ne devrait-on pas rappeler en ce sens que le constat d'ignorance de Socrate, « je sais que je ne sais rien », sous couvert de modestie, dissimulait en fait une ironie quant à l'étendue de ses connaissances. Tandis qu'il se prétendait humble sur le plan du savoir, il se savait au fond moins ignorant que ses interlocuteurs, d'une part parce qu'il était au fait de son ignorance, d'autre part parce que toute ignorance implique une capacité de transcender ses limites et par conséquent une certaine faculté de connaissance, comme l'a bien expliqué Charles de Coninck. Cet argument singulier sera revisité et redéveloppé à nouveau frais par son fils Thomas dans sa propre œuvre. Véritable leitmotiv de son travail, la capacité de transcendance de l'homme par l'homme fut évoquée avec éloquence dans le titre d'un bel ouvrage collectif, La transcendance de l'homme, étude en hommage à Thomas de Coninck. L'expression transcendance de l'homme doit être comprise ici à la fois au sens du génitif objectif et du génitif subjectif. Car l'homme est aussi bien celui qui est transcendé que celui qui se transcende lui-même afin de voir au-delà de son propre horizon. Aussi précieuses que soient les contributions présentes dans ce livre d'hommage, c'est incontestablement dans l'œuvre maîtresse du philosophe lui-même, de la dignité humaine, qu'on retrouve la plus subtile expression de son intérêt pour la transcendance. Dans un chapitre qui a pour titre « Le dépassement des contraires », de Coninck fils s'attarde sur la question de l'absolu
et arrive à une conclusion redevable à Aristote et à Kant. L'intuition intellectuelle de soi ne saurait être accessible qu'à un être divin, dit-il. Si cette conclusion préliminaire semble condamner la possibilité d'un accès à l'absolu, elle se double toutefois d'un second raisonnement au sujet de la finitude humaine qui vient très clairement infléchir la réflexion de Deconinck dans le sens de la pensée spéculative. Le philosophe s'autorise ici d'un mot de Hegel qu'il convient de rapporter. Alors, je cite Hegel, « Quelque chose n'est su et même ressenti comme borne, manque, que pour autant que l'on est en même temps au-delà de lui. Une borne, un manque de la connaissance ne sont de même déterminés comme borne, manque, que par la comparaison avec l'idée présente de l'universel, d'un être total et achevé. Ce n'est par suite que de l'inconscience que de ne pas discerner que précisément la désignation de quelque chose comme quelque chose de fini ou de borné contient la preuve de la présence effective de l'infini, du non borné, que le savoir d'une limite ne peut être que dans la mesure où l'illimité est de ce côté-ci dans la conscience. À la fois pénétrant, inventif et subtil, cet argument suggère que l'acte même de reconnaître sa finitude et d'écarter la possibilité d'un accès à l'absolu implique une certaine connaissance effective de cet absolu, c'est-à-dire du réel tel qu'il est en dehors de toute relativité humaine. En effet, ce n'est qu'en prenant un pas de recul par rapport à ses propres limites que l'individu parvient à établir qu'il connaît les limites en question, si bien qu'il doit être en mesure de transcender sa propre finitude au moment même où il l'entrevoit. Ici, l'absolu en tant qu'absolu devient connaissable dans l'exacte mesure où, pour saisir l'étendue de ses limites, l'individu doit les dépasser et les mettre à distance. Ce n'est que pour autant qu'il transcende sa finitude et tâte de l'absolu lui-même qu'il devient capable de faire la part entre ce qui est contenu dans cette finitude et ce qui la dépasse. Autrement, il n'aurait aucun moyen d'établir où s'arrête cette finitude et de quoi elle le sépare. En somme, il ne pourrait même pas parler de finitude et l'opposer à quoi que ce soit. On peut donc en déduire que l'absolu lui-même possède une nature distincte des limites humaines et qu'il est connaissable comme tel, fût-ce de manière confuse, imparfaite, approximative. Quelques-uns d'entre vous se demanderont sûrement pourquoi la distinction entre l'en-soi et le pour nous n'est pas tout simplement à réinscrire dans la sphère phénoménale, c'est-à-dire dans les limites modernes de l'esprit humain. Après tout, les idéalistes eux-mêmes, comme Hegel, continuent volontiers à distinguer entre l'en-soi et le pour nous, mais ils en font une simple distinction conceptuelle inscrite dans la conscience. Or, pour contrer cette objection et asseoir le réalisme sur des bases solides, plusieurs démarches peuvent être entreprises. Avec Meiyasu, par exemple, on peut disqualifier l'idéalisme en soulignant qu'il pérennise la subjectivité constituante. Parce que l'idéalisme pose comme un étant nécessaire la subjectivité, alors qu'il est impossible d'observer ou de déduire rationnellement quelque être nécessaire que ce soit, l'idéalisme souscrirait donc à tort au principe de raison. Il serait ainsi dogmatique et à rejeter. Mais ce n'est pas cette voie qu'endossent les philosophes québécois, qui semblent souvent plus proches du principe de raison et plus éloignés de l'idée de contingence. Comme on le verra plus loin lorsqu'il sera question de Jacques Lavigne, et comme je l'explique plus en détail dans mon livre, l'idéalisme n'a guère de sens, puisque l'être humain suppose originairement un monde extérieur avec lequel il interagit depuis sa naissance. Quelque chose d'autre que le sujet humain doit donc bel et bien exister en soi. Par ailleurs, sans entrer dans les détails d'arguments que je soulève davantage et que je développe davantage dans mon livre, Charles Deconinck montre bien pourquoi il serait absurde d'être idéaliste. Si l'on se fie à certains de ces arguments, être idéaliste reviendrait à dire, à tort, que ce qui existe dans le monde extérieur existe toujours en même temps dans l'esprit. Plus précisément, il est inacceptable pour Deconinck que l'on confère aux choses réelles, l'objet, exactement les mêmes propriétés que l'on confère à l'esprit, le sujet, car on se condamne alors à faire naître des absurdités qui défient le principe de non-contradiction. Prenons l'exemple de la santé et de la maladie. Ces deux concepts s'excluent l'un l'autre si on les place dans un même sujet réel.
à un moment donné et à un endroit précis. Si le pôle objectif est à séparer du pôle subjectif, c'est que l'expérience et la raison nous enseignent qu'il est impossible que la santé et la maladie se rencontrent simultanément chez un même être réel, l'objet, tandis que les concepts mêmes de santé et de maladie peuvent très bien coexister dans l'esprit humain, le sujet. De Koninck va même jusqu'à dire dans la foulée d'Aristote que ces concepts vont nécessairement de pair dans la raison, car c'est par un travail de différenciation des contraires que l'on parvient à intelliger ce que sont la santé et la maladie. Sans leur coexistence mentale, la compréhension de l'une et l'autre serait impossible. Il est donc possible et même nécessaire de dire que l'on peut comprendre conceptuellement le sens de la santé et de la maladie, bien qu'il soit impossible de les placer en même temps et sous le même rapport chez un même sujet réel, un individu en chair et en os. En maintenant un partage entre le sujet et l'objet, De Koninck libère le monde extérieur de l'emprise du monde intérieur. Il les décorrèle l'un de l'autre, ce qui met en évidence l'existence d'une réalité irréductible aux propriétés de l'esprit et à laquelle ne rend pas justice l'idéalisme. Il préfigure alors très bien le geste par lequel certains réalistes spéculatifs comme Haarman et Meillassoux critiqueront la réduction de l'ontologie à l'épistémologie, c'est-à-dire du monde extérieur aux moyens par lesquels on le connaît. Réduction malheureuse qu'on rencontre sous la plume de Derrida et de certains phénoménologues, entre autres. Mais revenons-en au fils de Charles de Koninck, Thomas. L'examen personnel qu'il propose de l'aspiration humaine à échapper à sa finitude le conduit en définitive à conclure, et je cite, « qu'en tentant de penser Dieu comme quelque chose de toujours infiniment plus grand qu'elle, la pensée humaine entrevoit du coup si confusément et imparfaitement que ce soit tout le reste de ce qui est et n'est pas, et s'entrevoit elle-même, ses limites certes, mais aussi sa grandeur. » Bien que cet argument soit original et fécond, certains observeront peut-être que Thomas de Koninck demeure des plus prudents dans sa caractérisation de l'en-soi. D'une part, avant Quentin Meillassoux, il affirme sans détour que l'acte même de distinguer l'en-soi et le pour nous engage à reconnaître que nous devons savoir au moins minimalement ce qu'est l'en-soi lui-même pour continuer d'en parler. D'autre part, il économise ses mots quant à la nature précise de cet en-soi, se contentant en somme de dire que cette nature se distingue de notre finitude. Certes, cette prudence n'empêche pas d'admettre qu'il soit bel et bien possible de palper quelques parcelles de l'en-soi, mais elle incite en même temps à constater que l'en-soi, même s'il est bien connaissable en partie, ne l'est pas complètement pour l'être fini que nous sommes. Ainsi, selon Thomas de Koninck, nous pouvons tout au plus élargir sans cesse notre prise sur le réel en connaissant approximativement l'absolu. Et c'est d'ailleurs, à mon avis, une spécificité de la philosophie québécoise que d'insister plus sur le désir d'élargir sans cesse sa connaissance du réel en soi que sur la connaissabilité de ce réel dans son ensemble. Alors que Meillassoux avait tendance à généraliser la soi-disant connaissance humaine de l'en-soi en dépeignant toute la réalité comme contingente en elle-même, les philosophes québécois, tout en reconnaissant l'effectivité d'un certain rapport à l'en-soi, contraignent davantage ce rapport en le disant limité, mais toujours extensible pour l'être humain. Lisons de Rechef Thomas de Koninck, je cite, « L'infinité du désir humain ne peut être comblée que par un absolu. Il doit être clair qu'on est à présent dans l'ordre du bien, qui est toujours l'au-delà de l'essence, epekenia tes ousias, selon l'expression profonde de Platon. L'argument du désir ne doit pas être sous-estimé comme il risque de l'être si on glisse à sa surface. Les raisons du cœur dont parlait Pascal ne sont pas à l'eau de rose. Elles visent notre intimité la plus profonde, notre être tout entier. Cet argument est en réalité très fort, autant que la faim et la soif dans leur démonstration irréfutable de la réalité de l'aliment. N'allez pas dire à ceux que la faim tenaille, qui meurent littéralement de faim, qu'elle est une illusion, et l'aliment lui aussi d'ailleurs. Ils en meurent parce que l'aliment leur est nécessaire. Et s'il est nécessaire, c'est qu'il existe. Pourquoi refuserait-on à cet absolu qui tenaille ainsi le cœur humain la réalité qu'on reconnaît à l'aliment ordinaire? Qui osera dire à une amante ou à un amant véritable que l'être qu'ils aiment n'est pas dans leur cœur et n'a pas de réalité parce qu'il est absent ou semble l'être?
Fin de la citation. De même que l'amant porte en lui le désir d'une personne réelle ou qu'un individu affamé ne peut survivre qu'à condition de consommer réellement l'aliment désiré, le bien et l'absolu, parce qu'ils sont recherchés comme de réels objets de désir par des êtres finis mais actifs, doivent posséder une teneur ontologique véritable. On en déduit que le désir du réel qu'on retrouve chez De Coninck, comme chez les autres philosophes québécois, s'avère être moins que l'expression d'une pleine et entière connaissance des propriétés de l'être, mais plus, bien plus, qu'une fugace aspiration à connaître ou à goûter la réalité. J'en viens maintenant au second aire de famille propre à la philosophie québécoise. Je rappelle qu'il s'agit de l'ouverture d'esprit face à la transcendance, conjuguée à une grande conscience de la faillibilité humaine, conscience ou humilité qui permet d'éviter tout fanatisme et tout fondamentalisme. On l'aura remarqué, tout comme celle de son père, la pensée de Thomas de Coninck n'hésite pas à faire référence à un concept devenu sulfureux aujourd'hui, le concept de Dieu. Que sa philosophie soit marquée au coin de la théologie, cela en incitera sans doute plus d'un à y voir une pensée assez éloignée du réalisme spéculatif actuel, plutôt hostile aux croyances religieuses, bien qu'intéressé par l'absolu. Mais ce serait sous-estimer à quel point le réalisme spéculatif est lui-même lourd de conséquences en matière religieuse et théologique. Ainsi, Quentin Meillassoux a beau poser l'inexistence de Dieu dans sa thèse doctorale, dont seuls certains extraits ont été publiés à ce jour, il reconnaît aussi, marquant un certain attachement au problème de Dieu, la possibilité pour un Dieu actuellement inexistant d'advenir éventuellement, et sa pensée entretient un constant dialogue avec les notions de foi et de croyance, ne serait-ce que de façon critique. L'une des principales objections qu'adresse Meillassoux au rationalisme kantien est celle selon laquelle Kant aurait légitimé toutes les croyances irrationnelles. En effet, en prétendant démontrer que la raison est impuissante à accéder à la chose en soi, Kant aurait alimenté l'idée que seules les religions et les croyances irrationnelles peuvent se dire en mesure de nous faire coïncider avec l'en soi. Ce qui aurait eu pour conséquence malheureuse de paver la voie au fondamentalisme et d'établir le droit égal et exclusif de la piété quelconque à viser la vérité dernière, selon le mot de Meillassoux. L'œuvre de Thomas de Coninck tomberait-elle sous le coup de cette critique meillassoutienne? Pas du tout, selon moi, car cette objection n'affecte que les pensées incapables de conjurer les fondamentalismes et qui affirment que la foi, et la foi seulement, est à même de nous mettre en contact avec des réalités absolues. La philosophie de Thomas de Coninck se distingue en ce qu'elle reconnaît à l'intelligence humaine la capacité de nous faire accéder au réel, si confusément et imparfaitement que ce soit, comme je le disais, et condamne le fanatisme en faisant marcher main dans la main foi et raison. Chez lui, seules les croyances qui concilient un sentiment de conviction immédiate et des motifs rationnels peuvent être jugées légitimes d'un point de vue philosophique. À titre d'exemple, si une croyance C nous incite à croire que P, à la fois de manière immédiate, par la foi, et sur une base démonstrative, par la raison, donc la cohérence et ou la correspondance au réel, alors il est permis de qualifier cette croyance de connaissance objective. Ce qui n'implique pas, insiste de Coninck, et je cite, qu'il faille travestir cette connaissance en idéologie qu'on voudrait imposer à tout le monde. Il va sans dire que toute croyance philosophique n'a pas à recevoir de caution de la foi elle-même pour être jugée vraie, puisque la philosophie, comme la science expérimentale, a gagné son autonomie à l'égard de la foi depuis belle lurette et qu'on ne saurait guère souhaiter un retour en arrière. Mais rien n'interdit de penser que certaines croyances religieuses puissent s'accorder avec la raison et par là inspirer de quelque façon l'activité philosophique. Cette conciliation modérée de la foi et de la raison fait en sorte que la pensée de Thomas de Coninck est bien en mesure d'écarter les fondamentalismes et de disqualifier les croyances qui apparaîtraient subitement dans l'esprit des illuminés, parfois déments et déconnectés, pour ne rien dire des plus délirants complotistes actuels, mais échoueraient au test de la raison. Mieux, on pourrait se demander si ce n'est pas en quelque sorte davantage Meillassoux, ou du moins certaines interprétations ou certains usages qu'on pourrait maladroitement en faire, puisqu'il demeure sans nul doute ouvert à la réfutation et au dialogue démocratique,
qui risque d'alimenter une forme de radicalisme chez certains, dans la mesure où Ieyasu prétend dévoiler le seul véritable absolu, capable de disqualifier tous les autres soi-disant faux absolus de la métaphysique. Alors bien sûr, Ieyasu veut lui-même critiquer le fanatisme religieux, il met en œuvre un argument original et digne de mention pour ce faire, mais il y a lieu de se demander si cet argument n'est pas susceptible de faire l'objet de mauvais usages, puisqu'il vient délégitimer le contenu de nombre de croyances religieuses qui, elles, ne sont pas forcément fanatiques, si elles demeurent éclairées par la raison. En somme, il apparaît que la foi chez De Koninck reste chevillée à un certain versant de la raison philosophique, en même temps que celle-ci préserve son indépendance dans son champ d'activité propre. Et ce point me semble important. En effet, l'une des particularités de la philosophie québécoise est de s'autoriser des discours sur la transcendance, tout en demeurant prudente devant la tâche. C'est-à-dire en reconnaissant que ces discours restent faillibles, révisables. En contrepartie, des réalistes spéculatifs comme Ieyasu et Brassier s'autorisent souvent jusqu'ici moins de jugement sur des objets transcendants, mais en semblant afficher, en somme, une plus grande confiance dans leur accès au réel en soi. L'on peut alors se demander qui propose la philosophie la plus adéquate. Est-ce celui qui, tel les penseurs québécois, reconnaît que la raison humaine tend bel et bien à élargir sa connaissance en distinguant le pour nous et l'en soi, sans jamais toutefois être indubitablement certain de sa prise complète sur l'en soi, ou est-ce plutôt celui qui, tel Quentin Ieyasu et Ré Brassier, prétend parvenir au seul véritable absolu, la nécessité de la contingence chez le premier, le néant lui-même chez le second? Libre à chacun de répondre à la question, mais j'incline à croire que la philosophie québécoise, à cet égard, paraît trouver un bel équilibre entre la tension vers l'absolu lui-même et une certaine injonction de prudence. J'irais jusqu'à dire que cette philosophie québécoise incarne avec finesse certains traits de ce que j'ai nommé dans un livre précédent, Philosophie à travers le cinéma québécois, l'éclectisme souple. Par l'expression d'éclectisme souple, il faut entendre le souci de puiser partout ou presque afin d'aboutir à une vérité. Là où Victor Cousin s'en tenait à trier entre le vrai et le faux, présent dans chaque école de pensée, l'éclectisme souple que je défends modestement souhaite rester ouvert à la possibilité de s'inspirer d'absolument tous les phénomènes envisageables. Tout objet, toute personne, tout animal, toute culture, toute époque, toute idée, toute pratique, tout être, et surtout de s'ajuster et se réajuster sans arrêt aux réalités que nous avons sous les yeux, afin de porter sur elles un regard lucide. À ne pas confondre avec la vision rigoureusement pluraliste propre à une certaine postmodernité, le mélange systématique des genres, le télescopage des modes. Ce mode de pensée et d'action vise à décomplexer l'esprit humain. Il incite à reconnaître qu'un potentiel philosophique peut se loger en chaque chose. Bien que cela ouvre la porte à l'intégration de multiples perspectives au sein d'une même position, de même qu'à la possibilité du compromis, il faut comprendre que cet éclectisme ne congédie pas en droit toute forme de discours tranchant, lequel se trouve au contraire conservé comme un moment légitime parmi d'autres. En substance, tel un serpent qui se mord la queue, cet éclectisme est si souple qu'il est prêt à renoncer parfois à sa propre souplesse, ou au principe même d'éclectisme, soit au désir de marier indéfiniment les parts de vérité contenues partout. Parce que la pensée humaine ne peut anticiper toutes les éventualités possibles et toutes les exceptions envisageables, elle doit parfois se retourner contre elle-même et ébranler ce qu'elle a posé au départ comme principe. Et lorsqu'elle prend acte de cette exigence, d'ailleurs, elle ne tombe pas dans l'insignifiance, elle ne cesse pas de prendre position, mais s'autorise la marge de manœuvre, la latitude nécessaire à toute philosophie désireuse de mordre sur les contours du réel. Pour en revenir aux philosophes québécois, soit Charles et Thomas de Coninck, Jacques Lavigne, Charles Taylor et Jean Grondin, il me semble, à certains égards, incarner quelque chose de cette souplesse d'esprit, bien qu'ils ne s'en réclament pas sans détour. Ils cherchent activement à palper le réel lui-même, tout en reconnaissant que cette quête d'absolu demeure faillible, partielle, incomplète, voire carrément incertaine et errante. Il y a à vrai dire des tensions quant à l'accès au réel, selon qu'on s'attarde à une œuvre ou une autre de ces philosophes,
tension révélatrice d'une prudence ou tout au moins d'un certain éclectisme de point de vue. Aussi, en procédant comme ils procèdent, les philosophes québécois permettent de comprendre en quoi consiste une humilité qui ne serait pas simplement de la fausse modestie. Alors je m'explique. Celui qui se bornerait à prendre conscience de sa faillibilité et à l'exprimer à tout vent verserait dans le contraire même de la modestie. En effet, il serait fier de se dire modeste, il serait snob de se prétendre au-dessus de tout snobisme. Bref, il prétendrait à tort qu'il est possible de ne rien prétendre au sujet du réel, négligeant alors que l'affirmation de sa propre modestie repose encore sur une vision du réel et un acte de confiance en soi. En lieu et place de cette fausse modestie, les philosophes québécois conjuguent deux tendances. D'une part, ils tiennent compte du fait qu'on ne peut pas faire l'économie d'une vision du réel et d'une certaine affirmation de soi, y compris, voire surtout lorsqu'on se dit modeste, ce qui vient légitimer leur recherche incessante du réel en soi. D'autre part, et en retour, ils allient à cette recherche du réel un souple esprit d'ouverture qui ne les immunise contre aucune objection éventuelle et les dispose à faire volte-face à tout moment. Pour simplifier un peu les choses, prenons un exemple concret, que je rapporte d'ailleurs dans une note de mon livre. Au moyen de cet exemple, on devrait mieux voir en quoi le désir du réel, même entendu au sens fort d'une tension vers le réel en soi, demeure conjugué dans la philosophie québécoise à une grande conscience de sa faillibilité. Au sein d'une discussion avec Marcus Gabriel dans le livre Le néo-existentialisme, Penser l'esprit humain après l'échec du naturalisme, Charles Taylor concilie avec éclat un puissant désir d'objectivité et une grande conscience de sa faillibilité. Même si Taylor critique avec beaucoup d'insistance le projet du naturalisme, qui tente de réduire l'esprit au cerveau et d'éliminer de la compréhension humaine toute référence à une fin, Taylor, au contraire de Marcus Gabriel, ne ferme pas complètement et définitivement la porte à la possibilité qu'on en vienne un jour à expliquer les états mentaux humains autrement qu'en termes téléologiques. Bien sûr, la réduction naturaliste semble à Taylor bien peu probable à court et à moyen terme, car l'être humain se donne sans cesse des fins et s'interprète en fonction de ces fins, geste qui paraît irréductible aux faits naturels. Néanmoins, Taylor est prêt à admettre que même ses meilleurs arguments à l'encontre du naturalisme demeurent susceptibles, un jour, d'être réfutés d'une certaine manière. Humilité oblige, Taylor reste donc ouvert à la possibilité que ces arguments transcendantaux eux-mêmes en viennent à ne pas faire le poids à côté de certaines explications naturelles, dans un futur plus ou moins lointain. En somme, contrairement à Marcus Gabriel, qui n'est pas un réaliste spéculatif, mais s'avère tout de même un réaliste contemporain, même ce qui pourrait sembler transcendantalement et objectivement invalider le projet du naturalisme demeure sujet à la réfutation chez Taylor. Il y a donc une plus grande ouverture à la faillibilité humaine et au débat démocratique chez ce représentant de la pensée québécoise. Or, ça m'amène au troisième aire de famille propre à la philosophie du Québec, la défense d'un certain finalisme, à l'encontre cette fois du réalisme spéculatif qui tente à rejeter les conceptions téléologiques. Lorsqu'on lit Quentin Meillassoux, on se rend compte qu'il incline à rejeter toute forme de finalisme, au sens classique du terme en tout cas, puisque le finalisme serait intimement lié au concept d'étant nécessaire. Étant donné que Meillassoux considère que rien dans l'expérience ou la raison humaine ne permet d'affirmer l'existence d'un principe nécessaire, et puisque l'un de ses arguments l'amène à croire qu'on peut quitter avec succès le cercle corrélationnel pour connaître le réel en soi, il considère que la seule nécessité est celle de la contingence elle-même. Il rejette donc toute forme de finalisme qui assignerait à l'univers une fin déterminée. Pour lui, le réel en soi est accessible, mais il a pour propriété d'être fondamentalement contingent, distributeur de possibles. Au traditionnel principe de raison qui stipulait que tout avait une raison d'être, il substitue donc un étonnant principe d'irraison, selon lequel rien n'a de raison d'être. Or, à l'encontre des réalistes spéculatifs et tout particulièrement de Meillassoux, les philosophes québécois, depuis Charles de Coninck jusqu'à Jean Grondin, maintiennent à flot, quant à eux,
une certaine conception téléologique. Ici encore, j'aurais beaucoup à dire, mais la concision sera de mise et je m'en tiendrai à une brève présentation d'un argument de Jean Grondin. L'œuvre de Grondin offre, à vrai dire, un très bel exemple d'un fort attachement au finalisme, en plus de confirmer ce que j'ai déjà évoqué quant à la prudence métaphysique cultivée par la philosophie québécoise. On sait que le XXe siècle a claironné que la métaphysique était morte et enterrée. Mais on sait aussi qu'un miracle s'est récemment produit, car la résurrection de la métaphysique est aujourd'hui palpable à travers l'intérêt qu'on lui porte en philosophie analytique, où l'ordre modal et les propriétés sont redevenus des objets d'études centraux, de même qu'au sein des travaux qui recommencent d'accorder du crédit à l'ontologie plutôt qu'aux seuls enjeux épistémologiques. L'œuvre de Jean Grondin participe à cette renaissance de la philosophie première. Alors, de son ouvrage de l'universalité de l'herméneutique jusqu'à du sens des choses, en passant par du sens de la vie, son but est de montrer qu'une herméneutique digne de ce nom, loin d'exclure toute réflexion sur l'être, présuppose et même appelle ce type de réflexion métaphysique. Chez Jean Grondin, notons-le bien, la métaphysique se définit comme l'effort vigilant de la pensée humaine de comprendre l'ensemble de la réalité et ses raisons. Elle préserve sa double acception classique. D'une part, celle d'une investigation sur l'être en tant qu'être, suivant son sens ontologique, Metaphysica Generalis. D'autre part, celle d'une enquête sur ce qui transcende et rend possible l'être, suivant son sens théologique, Metaphysica Specialis. Tout le défi de Jean Grondin consiste, à vrai dire, à proposer une relecture du projet métaphysique depuis ses débuts jusqu'à ses critiques récentes. Il s'attelle à montrer plus précisément, je cite, que les incessantes tentatives de dépassement nous obligent à repenser la métaphysique, ce qu'elle peut être, la manière dont elle est pratiquée et ce qu'elle a à nous dire. Mis autrement, son objectif est d'attirer l'attention sur la fin qui porte dans son histoire la métaphysique elle-même, mais aussi, et c'est plus original, ses critiques, afin de préciser à quoi doit ressembler une pensée philosophique cohérente. Cette fin, il l'associe à la volonté de connaître les principes des choses mêmes, c'est-à-dire ce qui régit le réel. Si manifeste qu'elle soit chez la plupart des auteurs classiques, Platon, Aristote, Saint-Augustin, Thomas d'Aquin, Averroès, Avicenne, etc., cette ambition perd de son évidence chez les pourfendeurs de la tradition métaphysique. Elle n'en est pas moins présente en filigrane chez eux, soutient Grondin. Et je cite à nouveau, « Il est, d'une part, impossible de dépasser la métaphysique sans défendre une conception qui se prétende plus juste de ce que la philosophie ou la prima philosophia doit être. Or, il est bien difficile de définir la philosophie autrement que par ce qu'elle a toujours été. On ne peut donc dépasser la métaphysique que par une autre, une meilleure métaphysique. » Ainsi donc, la métaphysique serait une activité nécessaire, voire peut-être même la fin poursuivie par tout esprit humain. Parce que la métaphysique se définit par une quête d'essence, de verticalité ou encore de vérité. Quiconque embrasse cette quête embrasse du même coup la métaphysique. Certes, quantité de philosophes ont voulu balayer du revers de la main ces notions et tourner le dos à l'activité métaphysique. Mais c'était chaque fois pour substituer à ces notions d'autres notions censées être plus en phase avec la réalité. S'agit-il du cercle de Vienne? Ses représentants ont dépeint les énoncés métaphysiques comme dépourvus de sens et ont réorienté la philosophie vers l'épistémologie, qu'ils percevaient comme une planche de salut. S'agit-il de Heidegger et de Derrida? Ils ont déconstruit la métaphysique en prétendant relever les motifs censés venir l'incriminer. Tantôt l'oubli de l'être au profit de l'étant, tantôt la subordination de l'écriture à la parole. S'agit-il de Nietzsche, de Foucault ou de Judith Butler? Ils ont remplacé l'étude soi-disant objective du réel par l'étude de son conditionnement historique. Dans tous les cas, quel que soit le vocabulaire employé, leur objectif fut de jeter un éclairage sur le monde même et d'attirer l'attention sur ce qui compte en priorité. Or, pour Grondin, ce geste montre bien qu'on n'efface pas la métaphysique, mais la remplace. Sur le plan du contenu, les conceptions et les systèmes de pensée se sont multipliés historiquement, mais sur le plan de la forme, le geste est demeuré le même. On a toujours cherché et cherche encore la vérité.
qu'on accepte ou pas d'affubler sa pensée du terme de métaphysique, explique d'ailleurs Grondin. On adhère à une métaphysique en acte dès qu'on aspire à davantage de savoir, de profondeur, d'intelligibilité ou de vérité. Même les critiques de la métaphysique sont par conséquent des métaphysiques qui s'ignorent. On le comprend, Jean Grondin prétend relever une fin qui fait tendre tout être humain vers la réalité elle-même. Tout se passe même comme si l'on était nécessairement, voire transcendantalement réaliste. Pour Grondin, à vrai dire, le désir d'atteindre la réalité n'est pas l'apanage des métaphysiciens avoués. Il est inscrit dans l'esprit de toute personne. À preuve, même les plus constructivistes des philosophes croient avoir quelque chose à dire du réel lui-même. Ils prétendent que le réel est construit. Et comme il est inconcevable que l'on aspire à connaître autre chose que la réalité, il importe d'assumer consciemment et ouvertement cette quête du réel qui se révèle alors une cible universelle. On comprend mieux dès lors pourquoi Jean Grondin défend l'exigence de renouer avec la conception classique de la vérité adéquation. Selon cette conception, est vrai le discours conforme au réel lui-même. Le philosophe l'explique bien, et là je cite à nouveau Grondin, « Les critiques ne peuvent en effet contester la vérité adéquation que parce qu'ils la jugent inadéquate ou non conforme à ce qu'ils tiennent pour la réalité de la connaissance. S'ils contestent la vérité adéquation, c'est qu'ils ont eux-mêmes une conception plus adéquate à proposer. Sinon, ils n'ont rien de bien intéressant à raconter. » Fin de la citation. En d'autres termes, demande Grondin, comment peut-on bien refuser la conception de la vérité adéquation si ce n'est parce qu'on considère être soi-même en possession d'une conception plus judicieuse et conforme au monde? Si l'on ne rejette pas la conception de la vérité adéquation, c'est qu'on s'en satisfait. Et dès qu'on la rejette, on fait comprendre qu'on détient une conception plus adéquate encore qu'elle. De sorte que l'idée d'adéquation au réel, dans tous les cas, subsiste et triomphe. Toujours à l'appui de son finalisme, censé nous révéler que nous tendons tous vers le réel, Grondin revisite avec originalité le concept majeur de Platon, le bien avec un grand B. D'après la définition qu'en donne Platon dans la République, le bien est ce que toute âme poursuit et qui constitue la fin de tout ce qu'elle entreprend. Ce bien dont elle pressent l'existence sans pouvoir, dans sa perplexité, saisir pleinement ce qu'il peut être. Principe plus ontologique qu'éthique, le bien figure au sommet des formes intelligibles chez Platon. Il est ce vers quoi nous tendons tous dès lors que nous réfléchissons et agissons. En effet, dès qu'un être conscient s'active pour réaliser un projet, un geste technique, une œuvre d'art, une action, une cause politique, une discussion, qu'importe, il considère forcément que le projet à réaliser est louable, valable, bénéfique à certains égards. De sorte que tout être conscient cherche forcément un réel bien. Or, pour Grondin, je cite, « Les religions n'ont pas inventé ce bien, elles en ont seulement proposé les premières articulations. Elles ont présenté cet être lié par le bien, et le bien d'autrui qui a priorité sur le mien, comme lien à une réalité supérieure ou divine, même s'il s'agissait d'une réalité naturelle, comme le soleil ou un roi, qui devenait dès lors objet de vénération. » Dans l'univers religieux, Grondin repère tout à la fois une honorable quête de sens et une conséquence logique de notre tension vers le bien. Si nous aspirons tous à un mieux-être et que ce mieux-être ne nous est pas immédiatement donné, mais demeure toujours espéré, c'est que nous prêtons foi à ce qui n'est pas contenu dans notre expérience, mais la soutient et l'aiguille à toute heure, ce qui est le propre du religieux. Entre l'affirmation de la nécessité de la métaphysique et l'affirmation de la nécessité de la religion, il n'y a donc qu'un pas que franchit assez volontiers l'auteur de Philosophie de la religion, en signalant que nous sommes tous, par nos attentes et nos espérances, à certains égards en tout cas, des religieux qui s'ignorent plus ou moins. La métaphysique retrouve alors son double sens chez le philosophe québécois. Au lieu d'être cantonnée dans la sphère ontologique, elle redevient également associée à une certaine théologie. Alors, les plus soupçonneux d'entre nous se demanderont sans doute si Grondin n'abolit pas ainsi la condition de possibilité de l'athéisme, tout se passant comme si même les athées convaincus carburaient à une religion inavouée. Mais Grondin pourrait répondre que,
même s'il faut évidemment reconnaître l'existence du phénomène de l'athéisme, entendu comme négation de Dieu, ce phénomène n'est pas sans impliquer à sa manière une forme de croyance et d'aspiration au bien, car les athées, à bien y penser, croient à l'inexistence de Dieu et jugent bon de défendre leur opinion face aux opinions concurrentes. Idem pour les agnostiques qui croient bon et louable de suspendre leur jugement à ce propos. Dans un bel essai intitulé Du sens de la vie, Grondin lie très étroitement cette aspiration au bien et le sens même de la vie. Pour lui, la vie ne peut guère ne pas avoir de sens, car tout un chacun présuppose et vit dans l'ordre même du sens. Il faut comprendre par là que tous les êtres humains, voire tous les êtres tout court, carburent à un espoir fondamental, celui de persévérer dans leur être, au sens du conatus chez Spinoza, et d'améliorer leur sort, thèse plus platonicienne. Toute vie n'espère-t-elle pas un meilleur état à venir, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus louable, de plus valable, de plus épanouissant? D'aucuns objecteront sans doute que cette aspiration est manifeste chez ceux que l'on reconnaît comme de bons vivants, toujours enthousiastes et enjoués, mais qu'elle est inexistante ou du moins invisible chez les gens déprimés ou suicidaires. Grondin a la clairvoyance d'évoquer lui-même cette objection et d'y répondre. Il souligne en ce sens que, pour les suicidaires, et je cite Grondin, la non-vie est jugée meilleure ou moins pire que la vie. Le paradoxe qui rend le suicide si intrinsèquement absurde, c'est que ce mieux-être est censé valoir pour un être qui ne sera plus. Derrière les pensées noires qui animent les suicidaires, martèle le philosophe, se cache souvent un désir optimiste, celui de se délivrer d'un lot de souffrance. Au lieu de dévoiler avec tragédie l'absurdité de la vie, ceux qui s'enlèvent la vie démontrent ainsi qu'elle ne peut être vécue que dans une constante attente de sens. Grondin précise d'ailleurs, dans de très belles pages, que si la vie est absurde, comme l'a pensé la génération de Camus, c'est parce que l'on présuppose qu'elle doit avoir un sens. La vie ne peut être ressentie, et très justement souvent, comme insensée qu'à l'aune d'une attente de sens. En ce sens, les penseurs de l'absurde sont les philosophes les plus rationalistes qui soient. C'est parce qu'ils prêtent un sens très fort à la vie qu'ils proclament l'absurdité de l'existence. Sensibles à l'effort par lequel nous cherchons à rendre compte du monde que nous supposons compréhensible et parvenons quelquefois à comprendre comme tel, Grondin va jusqu'à suggérer, à l'encontre de Meillassoux et de son principe d'irraison, que le hasard radical, je cite, n'explique rien, et si d'aventure il vient expliquer quelque chose, il n'est pas le hasard, de sorte qu'il nous reconduit à l'idée d'une intelligence du monde. Mentionnons-le, Jean Grondin ne prétend pas candidement aboutir à une série de certitudes sur la réalité même et l'ordre divin. De même que Platon insistait avant tout sur le fait que nous aspirons au bien, ce qui n'impliquait pas que nous soyons forcément capables d'en caractériser avec précision l'essence, de même le philosophe québécois met l'accent sur notre désir incontournable d'accéder à un bien, sans chercher à dévoiler avec fermeté sa nature exacte. Il renoue ainsi avec le sens fondateur de la philosophie, qui est davantage un amour de la sagesse qu'une conquête achevée. Et ça vient à nouveau confirmer la prudence ou l'humilité qui caractérise la pensée québécoise, dans son rapport même au réel. Loin de se dire en possession d'un savoir complet et définitif, cette pensée garde le cap sur l'absolu tout en restant ouverte aux objections et très consciente des imperfections de son propre discours. Mais l'objecteur reviendra à la charge. Il se demandera s'il n'existe pas, au contraire de ce qu'affirme Grondin, des individus qui ne sont aucunement portés par un désir du bien. Que les métaphysiciens classiques et les penseurs de l'absurde présupposent l'existence d'un certain sens à la vie, ici très explicitement, là plus implicitement, voilà ce qu'on peut sûrement admettre avec le philosophe québécois. Mais proposons une petite expérience de pensée et imaginons un être en tout point sceptique. À la différence des relativistes dont la position s'articule elle-même à une prétention de vérité, et, en ce sens, s'auto-réfute, ce néo-sceptique n'accorderait créance ni à l'idée qu'il existe une vérité, ni à celle que la vérité n'existe pas.
Allant plus loin encore que Pyrrhon, pour qui il convenait de suspendre son jugement en l'absence de certitude, ce néo-sceptique irait jusqu'à remettre en question la nécessité des remises en question. Pour se tenir à distance du dogmatisme, il éviterait même d'endosser la croyance selon laquelle il faut douter de tout, faute de quoi il s'inscrirait avec conviction dans un certain schème de pensée où le doute se trouve célébré. Tantôt il douterait de l'importance du doute, tantôt il n'en douterait pas. Plus précisément, ce néo-sceptique ferait preuve d'une certaine indifférence aux croyances et aux choses, mais d'une indifférence si souple qu'il la remettrait parfois elle-même en cause, oscillant avec mollesse entre diverses croyances ou attitudes qu'il adopterait au petit bonheur pour des durées variables. Sa mollesse serait si prononcée qu'il ne ferait d'ailleurs aucun cas véritable de ce que les autres pensent de son attitude. Bien loin de tout prosélytisme, il ne chercherait ni à convaincre ni à rendre autrui insensible à sa position. Or, et là apparaît l'objection, l'indifférence dont il ferait preuve ne témoignerait-elle pas de la possibilité de refuser de présupposer le bien au sens où l'entendait Platon et où le réentendra Grondin? Aussi improbable ou rare que soit l'attitude de cette personne, ne vient-elle pas ébranler l'idée d'un sens du bien à rattacher à la vie? Accordons toutefois un droit de réplique à Grondin. Sans doute pourrait-il répondre que cette expérience de pensée ne mine en rien sa thèse. En effet, à condition que ce néo-sceptique ne vive pas à la manière d'une éclisse de bois, dépourvue de toute forme d'intentionnalité, les décisions qu'il prend aux divers moments de sa vie témoigneraient de certaines convictions, ne serait-ce qu'à des degrés variables. Car, si le néo-sceptique fait tel ou tel choix, c'est qu'il tient à ses choix. En sa qualité d'agent libre qui délibère et qui s'oriente, il tend vers une forme de mieux-être, ne serait-ce qu'avec l'indolence, l'hésitation et l'indifférence que nous venons de lui attribuer. Mieux, l'indolence qu'il caractérise est le signe qu'en lui se consolide certains présupposés sur ce qu'il convient de croire ou de faire en chaque cas, de sorte que la thèse de Grondin sur la nécessaire présupposition d'un bien peut sembler tenir bon. Le nier reviendrait à affirmer que l'on peut, à tort et de façon très prétentieuse, se hisser au-dessus de soi-même et s'abstraire de toute forme d'engagement individuel. Ouf! Et ça m'amène enfin au quatrième et dernier aire de famille dont je voulais parler ici, le souhait de concilier une prise en compte des conditions d'accès au réel à l'encontre du réalisme naïf et de Graham Harman notamment, et la possibilité de tendre vers le réel en soi, à l'encontre de l'idéalisme et du corrélationnisme. Cette conciliation me semble être un trait plutôt original de la philosophie québécoise. Comme je l'ai indiqué plus tôt, les réalistes spéculatifs s'en prennent à une vision totalitaire et sceptique du transcendantal. Pour eux, Kant et ses héritiers auraient commis l'erreur de prétendre que le transcendantal impose nécessairement des médiations qui déforment notre accès au réel. À l'encontre de cette tendance kantienne, les réalistes spéculatifs nous rappellent que le transcendantal n'a rien de nécessaire car l'humanité est apparue au cours de l'histoire. Graham Harman ajoute même qu'il convient désormais de se détourner de l'étude des conditions de possibilité pour se pencher en priorité sur l'examen du réel, faute de quoi on perdrait de vue un vaste et important champ d'être. Aux philosophies dites de l'accès, Harman oppose donc son ontologie orientée vers l'objet. Or, bien que les réalistes québécois rejoignent l'esprit des réalistes spéculatifs lorsqu'ils font comprendre que l'être humain doit s'intéresser au réel plutôt qu'aux seules conditions de possibilité, ils se détachent des réalistes spéculatifs quant à leur interprétation de la portée même du transcendantal. Chez les réalistes spéculatifs et même chez leur héritier Tristan Garcia, dont l'œuvre est très riche et irréductible à celle de ses prédécesseurs, le transcendantal apparaît généralement comme un voile trompeur, une nuisance, un obstacle à contourner afin de se rapprocher du réel ou du possible pur. Chez les réalistes québécois, en revanche, le transcendantal peut être vu comme un trait d'union susceptible d'être fiable et sûr, c'est-à-dire capable de donner accès au réel. Tandis que les réalistes spéculatifs tenaient à mettre en cause la nécessité du transcendantal pour ouvrir une brèche vers le réel en soi, les réalistes québécois considèrent que l'on peut concilier une prise en compte du transcendantal
et une connaissance effective de la réalité même. Ils adoptent donc une vision moins incriminante quant aux usages possibles des conditions de possibilité. Ou plutôt, pour divers réalistes québécois, même si l'on peut et doit encore parler de conditions de possibilité pour exprimer notre rapport au monde d'un point de vue phénoménologique ou herméneutique, ces conditions de possibilité ne nous amènent aucunement à faire une croix sur la possibilité de s'exprimer sur le monde même. Expliquons davantage ce point. En tant qu'herméneute reconnu, Jean Grondin doit convenir de l'aspect interprétatif de toute vérité. Au moment où une vérité est mise en évidence, clame l'herméneutique, celle-ci est toujours interprétée par un ou des sujets au sein d'un contexte historique. La promotion de toute vérité nous ramène donc invariablement à l'activité d'interprétation qui apparaît ainsi universelle. Nier ce fait équivaudrait à verser dans une forme de réalisme naïf ou à démentir l'existence de médiation au sein de l'acte de connaissance. Pourtant, la particularité de l'œuvre de Grondin est qu'elle ne perçoit pas ces médiations comme des vers déformants qui feraient obstacle à la connaissance du réel. Là où plusieurs auteurs inclinent à y voir de constantes sources d'erreurs, Grondin y repère des ressources capables de nous faire pénétrer au cœur du monde. Il le dit en ces termes, je cite, « L'idée de l'herméneutique telle que je l'entends est que le langage, la culture, l'histoire et le regard ne sont pas des empêchements, mais des voies d'accès qui nous aident à comprendre les choses. Ils peuvent aussi nous tromper, l'erreur étant humaine, mais cette formule présuppose à son tour que l'adéquation à la chose ou la vérité est possible. » À l'encontre des herméneutes qui promeuvent une forme ou une autre de relativisme et de nihilisme, Rorty et Vatimo en tête, en lisant à la lettre le mot de Nietzsche selon lequel il n'y a que des interprétations, Grondin considère qu'il est plus conséquent d'une part de s'éveiller à la prétention de vérité propre à toute interprétation du monde et d'autre part d'éviter d'adhérer au relativisme ainsi qu'à l'antiréalisme. Sa philosophie concilie dès lors une prise en compte du sujet qui interprète le monde et une prise en considération de l'intention inévitable, voire transcendantale, qui porte ce sujet au sein de son geste interprétatif, intention de dire la vérité à propos des choses mêmes. L'on repère par ailleurs chez un autre philosophe québécois, Jacques Lavigne, une tentative de lier ensemble herméneutique et métaphysique. D'un côté, Lavigne tient compte de l'horizon d'attente du sujet, tel qu'il se dévoile sur le plan mental, social, émotif. De l'autre, et c'est particulier, il insiste sur le fait que cet horizon d'attente nous tourne inéluctablement vers la réalité même. Auteur de 3 livres de plus en plus redécouverts aujourd'hui, forcé de quitter tour à tour l'Université de Montréal et le Collège Brébeuf dans des conditions nébuleuses, Lavigne a développé des thèses qui recoupent de très près la question du réel. Le titre de son premier opus, L'inquiétude humaine, ne doit pas nous leurrer. Cet ouvrage n'est pas le lieu pour Lavigne de faire litière de l'absolu et de se rabattre sur l'horizon humain. Par une étude de la sensation et de l'appétit sensible, de l'invention du signe et de la vie consciente, de la science, de l'art, de la société, ainsi que de la vie spirituelle, il s'agit pour Lavigne de rendre évidente à l'être humain cette vérité qu'il ne se suffit pas à lui-même. Qu'en son tréfonds, une inquiétude s'exprime qui appelle en partie la reconnaissance du monde, donc le réel extramental, en partie l'amour d'un être supérieur, donc Dieu. Lavigne prétend ainsi pouvoir déduire le devoir de nous abandonner librement à la transcendance, fondement de tout être, à l'aune de l'insuffisance, de la vulnérabilité, de la soif d'absolu qui nous porte. Il me serait impossible de rendre justice à la richesse de ces analyses en peu de temps ici même. Qu'il me suffise de parler de la première des multiples facultés humaines auxquelles il s'attarde, la sensation, afin de mettre en parallèle son argument et un argument de Bergson. Dans un chapitre de l'inquiétude humaine, Lavigne examine l'embryon de ce qui pousse tout être humain à se tourner extatiquement vers la transcendance. Alors je cite Lavigne, « La cause du besoin, ce sont les déficiences de notre organisme qui appellent à l'aide le monde extérieur. Et la fin du mouvement, c'est l'adaptation à cet extérieur. L'homme, avant même qu'il le sache, affirme la nécessité d'un objet, d'un monde extérieur dans les déficiences de son organisme. Il ne peut continuer de vivre sans faire appel à un être étranger. »
Dès sa naissance, l'être humain dépend radicalement du monde extérieur pour survivre. À tous les moments de son expérience, il cherche ce monde et interagit avec lui. Autrement dit, en raison de l'insuffisance sensible qu'éprouve l'être humain dès l'origine, force est de conclure qu'autre chose que lui doit exister, être appréhendable et appréhendé, saisissable et saisi. D'où la nécessaire existence du monde extérieur. D'un point de vue métaphysique, la thèse défendue ici rejoint une intuition bergsonienne. Pour Bergson, l'existence du monde extramental doit être admise dans la mesure où il serait absurde de croire que le corps et le système nerveux ne nous mettent pas en contact avec un monde externe, alors qu'ils génèrent des sensations qui s'imposent à nous et varient au rythme même où les objets du monde se meuvent, changent. Il écrit « Changer les objets, modifier leur rapport à mon corps, et tout est changé dans les mouvements intérieurs de mes centres perceptifs. » Puisque ce serait un véritable miracle que les représentations subjectives ne s'accordent pas avec un monde extérieur mobile, ce monde doit bel et bien exister. En fait, à l'encontre des idéalistes qui croient économique sur le plan ontologique de se passer du monde extérieur et de tout rabattre sur l'esprit, Bergson est d'avis qu'il n'est pas moins, mais plus économique ontologiquement de poser l'existence du monde extérieur. Sans reconnaître cette existence, on verrait bien mal comment expliquer, sinon par un improbable miracle ou un étrange phénomène d'hallucination constante, que le corps humain possède des nerfs afférents dont les ébranlements se modifient au gré des transformations du monde perçu. Et de là vient que la position bergsonienne stipule que le monde extérieur existe et qu'il est bien accessible à l'esprit humain. En effet, parce que la réalité tout entière est marquée par la durée à des degrés divers, l'esprit étant plus spontanément mobile que la matière, il est possible pour le sujet, en se connaissant lui-même, de connaître en même temps la nature de l'objet extramental. À des fins d'appellation, la théorie bergsonienne de la connaissance pourrait donc être caractérisée comme continuiste plutôt que discontinuiste. Continuiste parce qu'au lieu de poser une discontinuité ou une séparation entre le sujet et l'objet, Bergson les pense en continuité l'un avec l'autre, en les réunissant autour du mouvement vital de la durée. Sans doute, Jacques Lavigne n'est pas aussi vitaliste que Bergson, c'est-à-dire qu'il hésite à voir dans la réalité la simple expression d'un devenir fondamental. Mais sa pensée n'en demeure pas moins attachée à l'idée de réel et de créativité, ce qui apparaissait déjà dans l'Inquiétude humaine, paru en 1953, et ce qui rejaillira dans ses deux autres livres, L'objectivité, ses conditions instinctuelles et affectives, ouvrage publié en 1971, et Philosophie et psychothérapie, livre de 1987. Dans l'objectivité, Lavigne formule d'ailleurs sans équivoque 7 normes censées dévoiler la normalité d'un psychisme et assurer la possibilité de connaître objectivement le réel. Donc, je les énumère ici. La cohérence dans les pensées et les actions, la qualité de la mémoire, la capacité d'abstraire, l'usage qui est fait du symbolisme, le sens des responsabilités ou la capacité de répondre de ses actes, l'aptitude à s'attacher par un amour altruiste à un seul être, puis le pouvoir de créer et, par conséquent, de rompre les répétitions stériles et névrotiques. Tout particulièrement révélatrices au sujet du réel sont les 4e et 7e normes. Quand il se demande quel usage faire du symbolisme, Lavigne note ceci. Lorsqu'il y a une trop forte dose de symbolisme dans une conscience, on peut déjà y lire les indices d'un symptôme ou d'un état anormal. La réalité, alors, ne sert qu'à porter les projections du sujet qui s'y meut. Sa volonté de puissance, ses agressivités, l'image qu'il se fait de lui-même dont son être véritable n'est que le simulacre. Lavigne critique en somme ceux dont le symbolisme en vient à se substituer à l'être qu'il est censé désigner, ou autrement dit, il s'en prend à ceux dont le langage tourne à vide. Les excès du tournant linguistique peuvent se sentir ici visés, puisqu'ils ont eu pour effet d'occulter la sphère extramentale en se bornant à des jeux de langage. S'agissant de la 7e norme liée au pouvoir créatif, Lavigne la met en lumière dans ce passage. Alors je cite, « Le mot « créer » veut dire ici cette aptitude à maintenir un constant rapport vital entre nous et la réalité, de telle sorte que la routine ne prenne jamais le pas sur elle et ne devienne jamais un écran entre elle et nous,
écran qui nous dissimulerait les évolutions du réel et qui, insensiblement, finirait par nous en séparer. Là où Bergson parlait souvent de bon sens et quelquefois de sens commun pour désigner l'effort d'un esprit qui s'adapte et se réadapte sans cesse, changeant d'idée quand il change d'objet, Lavigne emploie le terme création pour nommer la disposition par laquelle on se règle sur le réel mouvant, au lieu d'adhérer par médiocrité à l'illusoire stabilité des choses. Le désir de maintenir un étroit contact avec le réel lui-même n'est donc pas un simple projet de circonstance pour Lavigne. Ce désir est confirmé ailleurs dans son livre sur l'objectivité. Même s'il s'emploie à y analyser le travail affectif au socle de la connaissance objective, il ne se détourne pas du tout de l'étude du réel. En effet, même une philosophie préoccupée par ce qui conditionne la connaissance, selon Lavigne, peut être, et je cite, l'expression d'un souci de dépister toutes les déformations nées de l'inconscient pour obtenir la plus grande objectivité. Autre chose est de s'intéresser aux médiations subjectives, autre chose est de conclure que cet intérêt pour les médiations nous condamne inéluctablement à rater le monde lui-même. Il est incontestable que certaines connaissances sont construites, mais tout le défi demeure de savoir ce qui est construit et ce qui ne l'est pas. Et pour ce faire, il importe d'étudier à la fois les médiations subjectives et leur interaction avec le réel lui-même. Ce n'est donc pas la moindre des contributions de Lavigne de montrer qu'on peut concilier l'intérêt pour les conditions d'accès avec une vive attention au réel. En fait, plutôt que de proposer une énième philosophie de l'accès, selon l'expression consacrée de Graham Harman, qui repousserait indéfiniment la tâche de caractériser le monde, Lavigne juge bon d'accorder autant de poids aux conditions de possibilité subjective qu'au réel extramental. Il permet dès lors de comprendre que la suppression de tout discours sur les modes d'accès risque de faire prendre pour réel ce qui ne l'est pas. Risque majeur que courent certaines personnes lorsque, pressées de parler du monde, elles prennent, sans crier gare, position sur lui, en ne révélant peut-être au fond que leurs propres préjugés. En somme, et c'est là-dessus que j'aimerais conclure, s'il faut reconnaître aux réalistes spéculatifs l'incontestable mérite d'avoir remis sur le devant de la scène le concept de réel au début du XXIe siècle, tout en développant des arguments originaux et approfondis à ce propos, il faut reconnaître aux réalistes québécois, parfois, souvent même un peu plus dans l'ombre, de les avoir devancés au moins timidement à cet égard, tout en étant encore plus attentifs qu'eux à deux exigences philosophiques. Tout d'abord, celle de continuer à parler par moments des conditions d'accès au réel, tantôt fiables, tantôt trompeuses. Ensuite, celle d'avoir une pleine conscience de la faillibilité humaine, conscience sans laquelle on risquerait d'ouvrir maladroitement la porte à un excès de confiance, qu'il soit existentialiste ou naturaliste, de gauche ou de droite, d'obédience religieuse ou d'obédience athée. Merci beaucoup de votre patience et de votre attention.